ici infectieuse. Finalement, l'aspect en mosaïque, il renvoie ou il peut représenter, quand on a une vraie atténuation mosaïque et non pas un poumon hétérogène, plusieurs pathologies possibles. Plusieurs étiologies possibles. Soit une atteinte infiltrative, comme l'infection, soit une atteinte de type purement vasculaire, comme les maladies thromboemboliques chroniques, soit des pathologies des petites voies aériennes, comme les PHS, qu'elles soient, qu'on appelait subaiguës chroniques et maintenant qui sont non fibrosantes et fibrosantes, avec ou non des anomalies de type fibrosante. Et ça renvoie finalement, chacune renvoie à une dénomination, peut renvoyer à une dénomination dans la description qui sont particulières et dont il faut faire attention. On parle d'atténuation mosaïque en inspiration. On parle également de trop-densité en inspiration également. Et le piégeage lobulaire, il nous faut une expiration. L'expiration, finalement, qu'est-ce qui se passe? On a l'augmentation de densité physiologique du poumon et une réduction du volume. Toutes les zones qui ne répondent pas à ces deux critères-là sont des zones où on a un piégeage aérique. Et puis la perfusion mosaïque, qu'on peut retrouver dans les pathologies des petites voies aériennes quand elles sont secondaires à la bronchoconstriction, ou alors quand elles sont dues à une pathologie d'origine vasculaire. Comment on s'en sort en pratique courante? Eh bien, on l'analyse en deux temps. Tout d'abord, on évalue le calibre des vaisseaux entre les zones hypodenses et les zones hyperdenses. Ça permet d'exclure d'emblée quand on n'a aucune anomalie vasculaire, donc pas de signe de perfusion en mosaïque. Donc je distingue bien le terme atténuation mosaïque de perfusion mosaïque. La perfusion mosaïque peut être l'expression d'une atténuation mosaïque, mais on a vu que d'une part, on avait le poumon hétérogène, qui pouvait parfois avoir cette alternance de zones hypodenses et de zones hyperdenses, mais on a aussi des pathologies infiltrantes uniquement vers des polis, dont la répartition est hétérogène, et donc qui donne cet aspect d'atténuation mosaïque, mais sans qu'on ait nécessairement de perfusion mosaïque. Donc on évalue le calibre des vaisseaux entre les zones hyper et hypo, à même ordre de division vasculaire, donc on ne va pas comparer à des vaisseaux proximaux et des vaisseaux distaux, mais bien des vaisseaux périphériques dans les zones hypo et hyper. Et quand c'est le cas, ce qu'on voit dans B, C et D, eh bien on peut aller à la deuxième étape, où on va rechercher un piégeage, et pour ça il nous faut une expiration. On compare l'inspiration et l'expiration, et toutes les zones où on a du piégeage, ça c'est une image artificielle, pour vous montrer que toutes les zones hypo vont diminuer de volume, comme le reste du poumon, eh bien, il nous reste effectivement, on peut distinguer des pathologies dont la perfusion mosaïque est secondaire à une pathologie des petites voies aériennes, ou bien des pathologies qui sont purement vasculaires, et généralement thromboemboliques. Alors, pour illustrer ça, voici un cas, 35 ans, qui se présente pour une toux, et qui est envoyé parce qu'il a des troubles ventilatoires obstructifs et des antécédents dans l'enfance d'infections à répétition. Donc voici le scanner. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait un MIP ou on fait un MINIP? Alors, le MIP, on a fait un MIP qui donnait rien de particulier. Alors, juste pour l'anecdote, c'est un scanner qui a été vendu comme normal. Quand on regarde, on se dit, est-ce que c'est pas un petit peu différent, la densité là? Voilà. On a un doute sur une différence de densité, mais on n'en a pas la certitude absolue. On n'arrive pas à le décrire de manière suffisamment forte. Mais si on fait un MINIP, vous voyez, je pense qu'il n'y a pas trop de débat sur le fait qu'on n'a pas un poumon qui est homogène. Parfois, l'atténuation mosaïque, on va réussir à la détecter grâce au MINIP. Pourquoi? Parce que le MINIP permet de distinguer, de mieux contraster les zones de faible densité par rapport au reste du parenchyme pulmonaire. Le parenchyme pulmonaire est considéré comme homogène s'il est homogène sur le MINIP, sur cette reconstruction particulière. Et donc, forcément, quand on regarde les bronches à côté, elles sont épaissies, les bronchiales, elles sont épaissies, donc on est sur un tableau de bronchiolite constrictive. Encore un cas qui est encore plus intéressant, un homme de 75 ans, dyspnéique, qui a été envoyé pour un bilan de nodules pulmonaires. Donc, monsieur, il a des nodules ici troués, là et là. On a décrit ça comme des adénomégalies. Et il a fait le PET-CT, et les nucléaristes ont dit, on ne sait pas trop ces nodules, les caractériser. Est-ce qu'on les biopsie ou pas? La question c'était, est-ce qu'on les biopsie ou pas ces nodules? Qu'est-ce que vous en pensez?
Voilà, la première question, c'est est-ce que c'est une embolie? On voit les reconstructions. Très bien, très bon réflexe. Magnifique. Alors déjà, quelle reconstruction? Qu'est-ce que vous pensez du parenchyme pulmonaire? Moi, j'ai un doute sur le caractère homogène. Ça, c'était le premier doute qu'on avait. Est-ce que le poumon est vraiment homogène? Alors, du coup, on lui fait un MINIP, et puis on se rend compte que ce poumon, il est franchement pas homogène. Et puis, entre les zones hypo et les zones hyper, on a des calibres de vaisseaux qui sont pas exactement pareils. Et quand on regarde le cœur, finalement, on voit que le ventricule droit est bien dilaté par rapport au ventricule gauche. Premier élément. L'autre élément, la collègue, elle a demandé une reconstruction que je lui apporte. Et on se rend compte finalement que ce qui avait été décrit comme des ganglions hilaires, c'est plutôt des emboles pulmonaires, mais qui sont comment en plus ces emboles pulmonaires? Chroniques. Et donc, on a demandé finalement de recontrôler ces images en disant qu'on est plutôt sur un tableau de cœur pulmonaire chronique post-embolique, mais il restait ce problème des nodules, parce que ce n'est pas non plus un aspect habituel dans le cœur pulmonaire chronique. On n'avait pas... C'est tout bon? On n'avait pas d'explication tout de suite. L'hypothèse qu'on s'était faite, c'était peut-être que le patient a fait des infarctus à répétition et qu'on avait cette image un peu nodulaire séquelaire finalement d'un infarctus pulmonaire. Puisque le monsieur n'avait jamais fait d'épisode aigu, en tout cas n'avait jamais déclaré d'épisode aigu de son embolie pulmonaire. Et effectivement, sur le suivi, les nodules régressent, deviennent en bande, et donc on confirme bien, à partir d'un dossier où on partait plutôt sur quelque chose de cancérologique, vers quelque chose de thromboembolique chronique. On arrive aux pites fibrosantes. Alors, première question, c'est parmi ces trois vignettes, laquelle serait une pite fibrosante? A. Donc il y a A, B, C. Donc pour vous, B et C, il n'y a pas de pite fibrosante. Alors, on va faire simple. Qui dit A? Ok. Qui dit B? Il y a quand même des B quand même. Qui dit C? Un petit peu de C. Ok. Alors, les trois ne sont pas des pites fibrosantes à proprement dites. Le B, on a des opacités en bande linéaire. Alors, il y a quand même certaines fibroses, comme par exemple l'asbestose, qui peut donner des bandes arciformes sous-pleurales. Moi, c'est la question qu'on aura envie de se poser. Est-ce qu'il n'y a pas une exposition à l'amiante? Est-ce qu'il n'y a pas une asbestose? Et puis parfois, c'est le signe débutant d'une UIP. On a des réticulations fines, on a par contre des bronchectasies, des bronches très moches, des petits signes de bronchiolite. Ça ressemble plus à un poumon qui a fait des infections à répétition. Et ces poumons qui ont fait des infections à répétition, eh bien, commencent à avoir certaines modifications dans le temps qui peuvent ressembler et mimer des remaniements fibrosants. Et puis le A finalement, c'est le poumon du patient tabagique. On parle de plus aujourd'hui de smoking-related ILD, ou interstitial lung disease, ou smoking-related interstitial fibrosis, on parle même de ce terme-là, qui est un peu confusiogène. On parle aussi d'AEF, donc Earth-Person Enlargement with Fibrosis. Il y a tout un tas de terminologies qui sont employées, mais on sait qu'il y a tout un tas de spectres d'anomalies parenchymateuses directement secondaires au tabagisme qui ne sont pas des pites fibrosantes évolutives dans le sens que nous comprenons, et en particulier qui évoque la fibrose pulmonaire idiopathique pour laquelle le tabagisme est un facteur de risque et non pas une cause directe. Alors, on voit ici le rayon de miel, je vous dis l'image de rayon de miel ici à droite, et à gauche, ces images aériques qui ont des formes très irrégulières, confluentes, bilatérales dans les régions postérieures, associées à des remaniements parenchymateux ici un peu hyperdenses, un peu d'emphysème, quelques réticulations. Toutes ces anomalies-là peuvent se voir dans le tabagisme. Et il y a un critère qui est discriminant, qui est très intéressant, parce qu'on se dirait, mais pourquoi ce ne serait pas un peu de rayon de miel? Eh bien, c'est l'absence de perte de volume absolument. On a ici à droite toutes ces lésions aériques qui sont jointives, sous-pleurales, à parois épaisses, mais avec également d'autres anomalies, d'autres distensions architecturales majeures, cette scissure complètement cassée et cette grande perte de volume du lobe inférieur gauche. Donc là, on sait qu'au contraire, on a plutôt une augmentation du volume dans les remaniements post-tabagiques et une perte de volume sur les pites fibrosantes. Donc une fois déjà qu'on a exclu ce qui pourrait être des séquelles parenchymateuses, le poumon du tabagique, eh bien, on se pose la question des pites fibrosantes. Parmi A, B et C, est-ce que vous avez une pathologie qui n'est pas une pite fibrosante?
Est-ce que c'est une pite fibrosante? Pas trop de problèmes, du rayon de miel, perte de volume, des septa interlobulaires épaissis, peut-être un peu de bronchectasie, ok. B, pite fibrosante? Pite fibrosante ou pas? Probablement, pareil, on voit les scissures, il ne faut pas diminuer l'importance de l'évaluation des scissures. C'est vrai qu'on va tout de suite vers le rayon de miel, les bronchectasie par traction, la réticulation, mais l'aspect des scissures ici cassées nous conforte assez dans l'idée, même si on a des anomalies en verre dépoli. Après, ici, on a du rayon de miel également. A. Qu'est-ce que vous pensez de A? Il n'y a pas de notion de Covid. Alors, on n'a pas de certitude de perte de volume, et c'est vrai que c'est pas la coupe qui permet aussi de bien le voir, parce qu'on ne voit pas bien les scissures, mais c'est une première question. On a surtout des réticulations fines. J'ai entendu, est-ce que ce n'est pas une pite débutante? Et quand on voit les dernières recommandations, justement, de 2022, de la GRCCM, justement sur le tableau de la classification des UIP, eh bien, les réticulations fines, quand elles étaient uniquement présentes, même si elles étaient sous pleurales et au niveau des bases, dans les dernières recommandations, on considérait que c'était indéterminé pour une UIP. Ce paradigme a un peu changé sur les dernières recommandations, ça a été retiré, parce qu'on a tout un tas d'anomalies sous-pleurales, débutantes, qui ne sont peut-être pas des PID fibrosantes évolutives. Et donc ça a rajouté cette notion, en tout cas ça a exacerbé la notion de ILA, Interstitial Lung Abnormalities, qui sont des morphotypes d'anomalies parenchymateuses pour lesquels nous n'avons pas de certitude pour une PID fibrosante évolutive et pour lesquels ça va être le suivi dans le temps qui va nous permettre de les distinguer d'une PID fibrosante. Donc on ne va pas mettre l'étiquette d'emblée pour ces patients-là pour une PID fibrosante. Voilà un cas de figure de la pratique où on voit des anomalies sous-pleurales qui sont un peu de verre dépoli, un peu de réticulation. Bon, on se dit, c'est peut-être des anomalies qui sont déclives. On fait un procubitus et puis on confirme bien la présence de discrètes réticulations fines. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, c'est un patient qui était asymptomatique. Il n'avait pas d'anomalie fonctionnelle. Eh bien, c'est des patients qu'on va surveiller. Surveiller cliniquement, mais surveiller à 1 an avec l'imagerie. Surveiller à 1 an aussi avec les explorations fonctionnelles. Et s'il y a quelque chose qui bouge, à ce moment-là, on se posera la question d'une PID fibrosante qu'on évaluera comme les autres PID fibrosantes. Sur le pattern, ça c'est important. Et on a vu tout à l'heure la question des patterns des PHS. La question est encore plus structurante puisque les PHS font partie d'un tableau plus grand qui sont celles des UIP, parce que face à une PID fibrosante, la question centrale et principale reste toujours la même. Est-ce qu'on est face à une FPI? Est-ce qu'on est face à une FPI? Donc est-ce que ça se prime par une UIP? Et les UIP, selon les dernières recommandations, eh bien, il y a eu des petits changements, mais pas sur les éléments princeps. Les éléments princeps, c'est la prédominance, donc pas l'exclusivité, mais la prédominance des anomalies dans l'espace sous-pleural et au niveau des bases pulmonaires, qu'on met facilement en opposition aux autres types de prédominance des anomalies péribroncovasculaires, périlymphatiques ou supérieures aux moyennes pour les autres types de PID fibrosantes. Et donc, ce principe-là est tellement structurant que je pense qu'en termes de méthodologie, il est très important et il est pertinent de séparer la question de la prédominance sous-pleurale de basale. Moi, je regarde en 2 temps les anomalies fibrosantes. Je regarde d'abord leur rapport à la plèvre. Est-ce qu'elles sont au contact de la plèvre ou pas? Voilà 3 cas de figure. La vignette en haut à gauche, est-ce qu'on a une prédominance des anomalies en sous-pleural? Oui. Si on regarde en périphérie en sous-pleural, c'est surtout au contact de la plèvre qu'on a des anomalies. La vignette du milieu, est-ce qu'on a une prédominance sous-pleurale? Non, c'est très périphérique, mais ça prédomine pas en sous-pleural. Déjà là, on sait que ce ne sera pas UIP probable et UIP typique. Donc on voit à quel point cette première question qu'on va se poser va être très discriminante dès le départ. Le cas numéro 3, un peu plus difficile, est-ce que ça prédomine en sous-pleural? La question, c'est pas est-ce que c'est exclusivement en sous-pleural? Est-ce que c'est prédominant en sous-pleural? Sur ce cliché-là. Hein? Alors, c'est très périphérique, mais quand on regarde ici, même si c'est 1 mm, en fait, on distingue la périphérie, l'espace sous-pleural, ça se joue à ce petit millimètre-là. Le simple fait qu'on n'ait pas, sur cette image, ou après, bien sûr, il faut 2-3 coupes,
Mais sur 2-3 couples, on avait la même image. L'absence de prédominance stricte sous pleural, on n'est pas en droit de le classer UIP probable ou UIP typique. Soit on aura des arguments pour une pince, soit on le mettra en indéterminé. Une fois que j'ai répondu à la question « Sont-ils prédominants en sous pleural ?» je me pose la question « Est-ce qu'ils sont prédominants au niveau des bases ?» Mais de manière distinctive, parce qu'on voit bien que c'est deux questions différentes et qui mobilisent deux façons de regarder l'image. Ici, on regarde en plan axial, mais là, on reconstruit en multiplanaire. L'image en bas à gauche, est-ce que ça prédomine en basal ou pas? Là, l'image en bas à gauche, hein. Tout le monde voit? En bas à gauche, c'est là. Ça prédomine au niveau des bases? Alors, même quand c'est très diffus comme ça, l'atteinte elle est complètement diffuse. Si on compare le sommet à la base, ça prédomine au niveau de la base. Il suffit de comparer le sommet à la base. Il y a plus d'atteinte au niveau de la base. Donc là, ça prédomine au niveau de la base. Est-ce que sur l'image du milieu, ça prédomine au niveau de la base? On voit que l'atteinte elle est également diffuse, mais on a beaucoup plus d'atteinte ici au niveau des champs pulmonaires supérieurs qu'au niveau des bases. Donc ça, même si on a du rayon de miel, même si l'atteinte elle est sous-pleurale, on ne pourra pas la classer en UIP probable ou typique. Et puis la dernière image, on voit que là, parfois on a un intérêt à faire une reconstruction en coronale minip, puisqu'on arrive à identifier les réticulations, la répartition des bronchectasies, surtout quand elles sont très proches et au contact de la plèvre, le rayon de miel parfois, et surtout cette prédominance au niveau basal. Alors, quand on a et la prédominance sous-pleurale et la prédominance basale, eh ben on a soit une UIP typique, soit une UIP probable. C'est très facile. Quand on a du rayon de miel, en plus des bronchectasies par traction et des réticulations fines, eh bien, c'est une UIP typique. Si par contre on n'a pas de rayon de miel, c'est probable, même si on a un peu de verre dépoli surajouté dans les zones de fibrose. Alors, ensuite, si on n'a pas la prédominance sous-pleurale et basale, on est dans le cas de figure où on se pose la question, est-ce qu'on est sur un diagnostic alternatif ou est-ce qu'on classe en indéterminé? D'accord? On a vu que c'était très strict pour l'UIP probable et l'atypique. Maintenant, quand on sort de ce strict-là, on arrive sur quelque chose de moins strict. Mon conseil à moi, c'est, pour le diagnostic alternatif, il faut qu'on ait des critères suffisamment forts. On a vu pour la PHS qu'on avait une classification. Quand ce n'est pas typique, c'est très difficile de pouvoir confirmer et retenir d'emblée en réunion pluridisciplinaire la PHS. De la même manière pour la PINS. On a ici, dans ce cas de figure-là, une atteinte qui prédomine au niveau des bases, des bronchectasies par traction, quelques réticulations fines, un verre dépoli péribroncovasculaire et un liseré sous-pleural. Pas de problème, on peut poser de manière confiante et confortable un diagnostic de NSIP sans aller vers la biopsie. Il nous reste le dernier cas de figure, qui sont les indéterminés, qu'on a un petit peu remanié. On a retiré la présentation avec uniquement des réticulations fines. Cette catégorie-là, on l'a extraite pour la surveiller avant de l'intégrer dans le tableau. Et quand l'atteinte elle est diffuse, sans prédominance sous-pleurale, ou quand on n'arrive pas à la classer, parce qu'elle n'a pas de caractéristiques fortes et indiscutables pour un autre diagnostic, eh bien on la met en indéterminé pour discuter effectivement l'intérêt d'un prélèvement par cryobiopsie ou par biopsie pulmonaire chirurgicale. Voilà une image de la littérature où on a, que je vous ai montré tout à l'heure, on a du rayon de miel, une fibrose qui prédomine au niveau des bases et en sous-pleural, mais un verre dépoli qui n'est pas strictement dans les zones de fibrose, qui sort des zones de fibrose. Et donc on ne pourra pas classer d'emblée comme une UIP. Voilà un cas de la pratique courante. Patient 68 ans, tabagique 40 paquets années, dont voilà le scanner. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous voyez? Alors on a un discret, effectivement, en aspect hétérogène du parenchyme pulmonaire, pour lequel on va vouloir faire un minip pour voir si on a un vrai aspect en mosaïque. Quoi d'autre? Des réticulations fines sous-pleurales, dans les parties supérieures, mais également inférieures. Qu'est-ce que vous pensez des scissures? Elles ne sont pas normales, parce que quand on a une atteinte qui n'est pas très forte et très claire et très nette, on s'intéresse tout le temps aux scissures, pour voir finalement s'il y a une modification. Non seulement elles ne sont pas tout à fait régulières, mais en plus elles ne sont pas symétriques. Il y a la scissure à droite là,
On voit qu'elle est rétractée vers l'arrière, donc on voit qu'on a indirectement un signe de perte de volume. J'ai fait un MINIP pour bien montrer, illustrer qu'on a un poumon qui n'est pas tout à fait homogène, mais qu'en plus, l'atteinte, elle n'est pas uniquement sous-pleurale, parfaitement, même si c'est au niveau des bases. On a des bronchiectasies par traction qui ne vont pas jusque la plèvre, comme on voyait tout à l'heure pour les atteintes qui sont purement sous-pleurales ou prédominantes sous-pleurales. Donc finalement, je récapitule qu'on a ces réticulations fines sous-pleurales, on a ces signes de perte de volume, et puis on a cette discrète atténuation mosaïque. Est-ce qu'on arrive à le classer en UIP probable ou typique? On n'y arrive pas à cause de cette discrète atténuation mosaïque, un peu diffuse, cette absence de prédominance des bronchiectasies en sous-pleural, et donc on le met de manière en indéterminé pour UIP, ou bien évidemment une FPI débutante est possible, mais une PHS est également discutable. Ça va? C'était en accéléré. Alors, je termine par la même diapositive par laquelle j'ai commencé. Parce que finalement, c'est vers ce point-là que je voulais vous amener. J'ai essayé d'illustrer ce propos-là de différentes manières pour un petit peu essayer de vous convaincre. Alors, pas de jouer le radiologue, mais de vous approprier les outils d'analyse, d'une part, de vous approprier le langage, de parfois, quand vous êtes démuni sans radiologue, de vous en sortir, et de parfois aussi challenger le radiologue quand ce qui vous rend comme diagnostic n'est pas satisfaisant. Et ça passe par l'analyse. L'analyse, vous avez vu que les signes élémentaires avaient des critères, vous avez vu qu'il y avait certains pièges et limites qu'il fallait connaître absolument, qu'il fallait une méthode systématique, qu'elle nécessitait de faire des reconstructions, que ce soit en multiplanaire, en MIP, en MINIP, et surtout que l'évolution, parfois, permettait de nous en sortir pour le diagnostic. J'ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention.